4 milliards de dollars. C'est le marché qu'un décret d'Ibrahim Traoré vient de suspendre, stoppant net un demi-siècle de dépendance mécanique. Et pourtant, 6 mois plus tard, les champs de Ouagadougou résonnent d'un autre bruit, celui des marteaux et des étincelles. Comment un pays privé de ses tracteurs importés peut-il voir l'emploi rural grimper de 12%? Entre le mutisme des capitales occidentales et la ferveur des ateliers burkinabais, une révolution silencieuse s'allume dans la poussière rouge. Au-delà du geste économique, le décret d'Ibrahim Traoré porte une promesse, celle d'un pays qui veut redevenir maître de ses outils, rendre à la terre ce que les prêts avaient confisqué, la liberté de produire. Mais la route est risquée, les chaînes d'approvisionnement sont rompues, les assurances occidentales se retirent, et le mot autonomie fait trembler les marchés. Pourtant, chaque atelier qui rallume sa forge fait mentir les prévisions de crise. Ce pari de souveraineté agricole ne se mesure pas en contrats perdus, mais en dignité retrouvée. Et c'est là que commence la véritable question. Combien de nations oseront suivre l'exemple burkinabé? 6 mois après la suspension des importations étrangères, le Burkina Faso n'a pas sombré. Il a redémarré. Les chiffres contredisent les pronostics. Plus 12% d'emplois ruraux, plus 8% de rendement agricole, alors que 4 milliards de dollars de commerce sont toujours gelés. Ce renversement, orchestré par Ibrahim Traoré, n'est pas né d'un discours, mais d'un atelier. Dans une ruelle poussiéreuse de Ouagadougou, un jeune ingénieur nommé Salif a réparé un engrenage cassé à la main en taillant une tige d'acier local. Ce geste, banal en apparence, devint symbole national, la preuve qu'un pays privé de pièces détachées peut inventer sa propre mécanique. De là, le gouvernement lança une série de coopératives, forges villageoises, écoles de soudure, petites usines d'assemblage. L'argent, autrefois destiné aux importations, fut réinvesti dans la formation et la production locale. Les effets suivirent en cascade. Moins d'attentes pour les réparations, plus de machines disponibles, et un sentiment nouveau, celui d'appartenir à une économie façonnée par des mains africaines. En Europe, la stupeur s'installa. Comment un décret signé depuis un pays enclavé pouvait-il ébranler un marché de plusieurs milliards? Les analystes parlaient de suicide industriel, mais dans les villages burkinabés, on parlait de renaissance. La question qui dominait les cafés, les champs et les écoles n'était plus « qui nous fournira ?», mais « qui construira ?» Ainsi, en moins d'une saison, la dépendance devint mémoire. Le choc du manque se transforma en moteur d'invention. Et dans ce mouvement discret, Salif, comme tant d'autres, découvrit que la liberté ne s'importe pas. Elle se forge, pièce après pièce. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, une jeune mécanicienne nommée Mariam a pris la relève du geste de Salif. Ancienne apprentie dans un garage abandonné, elle s'est improvisée ingénieure, dirigeant une équipe de 20 ouvriers pour assembler le premier prototype de moissonneuse burkinabé. Le modèle, baptisé Freedom One, fut monté à partir de pièces recyclées et d'acier local. Il ne brillait pas comme les machines importées, mais il fonctionnait, et surtout, il appartenait à ceux qui l'avaient construit. Lorsqu'Ibrahim Traoré visita leur atelier, les caméras filmèrent la scène sans phare. Un président en veste de travail serrant la main d'une jeune femme couverte de poussière. Cette image fit le tour du pays, puis du continent. En quelques jours, elle devint virale sur les réseaux sociaux africains, accompagnée d'un simple message « Nous nourrirons ce que nous bâtissons ». Dans les campagnes, des dizaines d'ateliers s'inspirèrent de Mariam. Les écoles techniques virent affluer de nouveaux élèves, souvent d'anciens chômeurs, ou des jeunes revenus du Ghana et du Togo. L'effet domino était visible. Là où il n'y avait que dépendance, on parlait désormais de fierté. L'éveil industriel du Burkina Faso n'a pas commencé dans les ministères, mais dans la poussière des ateliers. Et dans chaque étincelle de soudure, le pays mesurait qu'un simple outil fabriqué localement valait plus qu'une cargaison d'aide étrangère. La souveraineté commence toujours par un atelier. Avant le décret, tout semblait immuable. Les ports d'Abidjan débordèrent de machines estampillées « Made in France ». Les prêts du FMI soutenaient les importations et les campagnes burkinabées vivaient au rythme des cargos européens. Puis, du jour au lendemain, la mécanique du monde s'est arrêtée. Un matin, la Gazette du gouvernement publia une seule ligne. Toutes les importations de machines agricoles étrangères sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Silence absolu. Pas de conférence de presse. Pas de drapeau brandi. Seulement un texte sec, administratif. Les réactions furent immédiates.
À Paris, les distributeurs annulèrent leurs commandes. À Rotterdam, les conteneurs restèrent sur les quais. Les médias parlèrent de suicide économique. Mais au Burkina Faso, personne ne cria au scandale. Les paysans observaient, étonnés, puis reprenèrent leur souffle. Ils avaient vu les tracteurs importés s'enliser dans la boue et les pièces de rechange disparaître pendant des mois. Cette fois, ils avaient un autre mot en tête, essayer. Les premières semaines furent dures. Certains champs restèrent en friche. Des récoltes furent perdues. Mais dans les villages, une énergie nouvelle circulait. Les forgerons ressortirent à leurs enclumes. Les jeunes diplômés bricolèrent des moteurs avec des pièces récupérées. Le ministère réorienta en urgence les budgets de carburant vers un fonds national de fabrication. Des ateliers mobiles furent envoyés de village en village. Des affiches apparurent. Réparons d'abord, importons plus tard. Puis vint le tournant. 3 mois après la suspension, les premiers prototypes burkinabés roulèrent dans les champs de Koudougou. Des machines rugueuses, parfois maladroites, mais locales. La foule applaudissait au passage du modèle Liberté 1, frappé de l'emblème national. Les caméras étrangères parlaient d'un geste symbolique. Pour les Burkinabés, c'était une naissance. Au même moment, les marchés occidentaux tremblaient. 4 milliards de dollars envolés. Des milliers d'emplois menacés en Europe. Les lobbies agricoles pressaient leur gouvernement de ramener Traoré à la raison. Mais Ibrahim Traoré ne recula pas. Aucune négociation, aucune concession. À la télévision nationale, il déclara simplement « Nous avons semé la dépendance pendant 50 ans. Il est temps de récolter la souveraineté. » Le ton était donné. Le pays entra dans une nouvelle phase, celle où chaque marteau, chaque clé, chaque soudure devenait un acte politique. Le bruit des ateliers remplaça celui des discours. Et dans cette rumeur métallique, un peuple entier redécouvrit la signification du mot « travail ». Le Burkina Faso venait d'allumer sa forge nationale. Et rien, plus rien, ne semblait pouvoir éteindre le feu. Avant le décret, 80% du parc agricole du Burkina Faso dépendait d'importations occidentales. 6 mois plus tard, cette dépendance est tombée à 47%, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Agriculture. En termes absolus, cela signifie que plus d'un engin sur 2 utilisé dans les campagnes est désormais réparé ou fabriqué localement. Une chute de 33 points qui, dans le langage des économistes, équivaut à un changement de paradigme. Deuxième indicateur, plus 12% d'emplois ruraux depuis la mise en place du Fonds national de fabrication. Le rapport du mois d'août précise qu'environ 38 000 postes ont été créés dans les ateliers, les coopératives et les centres de formation. Derrière ce pourcentage, il y a une réalité concrète. Des jeunes revenus des villes pour rejoindre les forges de Bobo Dioulasso, des artisans devenus formateurs et des femmes intégrées à la chaîne de montage. En moins d'1 an, la mécanique nationale a absorbé une part du chômage structurel. Troisième repère, plus 8% de rendement agricole sur la dernière saison. Ce chiffre, encore modeste, traduit surtout un retour à la stabilité. Les experts rappellent qu'une hausse de 8% sur un secteur aussi fragile équivaut à près de 120 000 tonnes de production supplémentaire. Ce n'est pas une explosion de productivité, mais la fin d'une hémorragie. Les statistiques, souvent sèches, prennent ici une résonance politique. Elles dessinent une courbe, celle d'un pays qui passe de la survie à la reconstruction. Les économistes étrangers parlent de résilience inattendue, mais les observateurs locaux, eux, y voient un effet logique. Moins de dettes, plus de travail, donc plus de dignité. Pourtant, cette réussite reste précaire. La Banque mondiale a gelé plusieurs lignes de crédit. Les partenaires européens menacent de suspendre certaines aides. Les coûts de production interne augmentent de 6 à 9%, rendant les prototypes burkinabés moins compétitifs sur le court terme. Et pourtant, les ventes locales progressent. Les marchés de Ouagadougou et de Koudougou témoignent d'un phénomène nouveau. Les agriculteurs achètent burkinabé, même quand c'est plus cher. Ils paient pour un symbole autant que pour un outil. Un commerçant résume. Avant, on achetait l'efficacité. Aujourd'hui, on achète l'appartenance. Ce glissement culturel n'apparaît pas dans les graphiques, mais il nourrit le même graphique invisible, celui de la confiance. Et dans les colonnes des rapports internationaux, une question demeure. Combien de temps un pays peut-il croître sans crédit, mais avec conviction? Pour les sceptiques, le pari d'Ibrahim Traoré n'est qu'un mirage patriotique. Il rappelle que la fermeture du marché a provoqué une pénurie de pièces détachées, une hausse des coûts de production et un ralentissement des exportations agricoles. Selon eux,
Aucun pays ne peut soutenir une telle rupture sans appui financier durable. Les chaînes logistiques régionales restent fragiles. Le moindre défaut d'approvisionnement peut paralyser des mois de travail. En d'autres termes, la souveraineté mécanique risquerait de coûter plus cher que la dépendance. Mais les défenseurs du décret avancent une lecture inverse. Ils soulignent que l'argent économisé sur les importations, près de 4 milliards de dollars par an, alimente désormais des circuits internes. Salaires, ateliers, formation, taxes locales. L'autonomie industrielle, disent-ils, ne vise pas la rentabilité immédiate, mais la stabilité à long terme. Un moteur conçu à Ouagadougou n'a peut-être pas la même puissance qu'un John Deere, mais il se répare en 2 jours au lieu de 2 mois. Et cette différence de délai, dans une saison de culture, équivaut souvent à la survie d'une récolte. Entre ces deux visions, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB agricole n'a baissé que de 1,3% sur l'année, alors que les prévisions annonçaient un effondrement de 8%. Le déficit commercial, lui, s'est réduit de 9% grâce à la baisse des importations. Ce n'est pas la prospérité, mais c'est une preuve de résistance mesurable. Le débat n'est donc pas entre succès et échec, mais entre dépendance et direction. Car même si la route reste incertaine, le Burkina Faso a démontré une chose simple. La fragilité calculée d'un système vaut parfois moins qu'une imperfection assumée. La souveraineté ne s'importe pas. Cette phrase, gravée sur le mur d'un atelier à Koudougou, résume le virage du Burkina Faso. À mi-parcours, le pays n'est plus dans la réaction mais dans la projection. Le choc du manque est devenu plan d'action. Le décret d'Ibrahim Traoré n'apparaît plus comme une rupture, mais comme un prototype politique. Les gouvernements voisins observent en silence. Au Mali, au Niger, au Ghana, des commissions étudient déjà la faisabilité d'un modèle burkinabé. Des coopératives partagent des plans de machines open source venus de Russie et de Turquie. La conversation, autrefois centrée sur l'aide, s'oriente désormais vers la fabrication. Ce n'est plus une question de commerce, mais de confiance. Dans les ateliers, les ouvriers racontent qu'ils travaillent pour demain, pas pour survivre. Et ce glissement lexical dit tout. La dignité a remplacé la dépendance comme moteur collectif. Ce n'est pas un miracle économique, c'est une mutation psychologique. Et parfois, dans l'histoire d'un peuple, ce basculement pèse plus qu'une balance commerciale. D'abord, dans les champs du Sahel, les effets sont visibles. Les récoltes, autrefois retardées par la panne d'un tracteur importé, se font désormais à l'heure. Les coopératives locales ont produit 3000 outils en 8 mois, couvrant près de 45% des besoins mécaniques nationaux. Les paysans disent qu'ils entendent enfin le bruit de leurs propres machines. Ensuite, pour les petites usines, jadis dépendantes des grossistes européens, elles ont trouvé une seconde vie. Les ateliers de Bobo Dioulasso exportent déjà des pièces vers le Mali et le Togo. Les chiffres officiels indiquent une hausse de 18% des micro-entreprises enregistrées depuis janvier. Ce tissu industriel, encore fragile, devient le socle d'un nouveau capitalisme communautaire, où le profit se compte en emplois, pas seulement en devises. Puis, pour la population, la transformation se lit dans les gestes quotidiens. Les files d'attente devant les banques d'aide alimentaire se sont raccourcies. Les jeunes, au lieu d'émigrer, rejoignent des ateliers communautaires. Une génération qui n'avait jamais vu une clé anglaise découvre la valeur du travail manuel. Une mère de famille à Kaya résume « Nous étions clients, nous sommes devenus artisans ». Enfin, autour du Burkina, l'onde s'étend. Le Niger annonce la création d'un fonds de réparation locale. Le Mali étudie un partenariat trilatéral sur la formation technique. Même le Ghana, malgré ses liens étroits avec l'Europe, a dépêché une délégation pour observer les ateliers burkinabés. Dans les réunions de l'Union africaine, on parle désormais d'agro-souveraineté partagée. Au total, les économistes estiment que le pays a récupéré près de 400 millions de dollars en valeur ajoutée interne depuis le décret. Mais au-delà des chiffres, c'est le regard des Burkinabés sur eux-mêmes qui a changé. Là où régnait la dépendance, se construit lentement la responsabilité. Et dans ce renversement discret, la vision d'Ibrahim Traoré trouve sa traduction la plus concrète. Une économie faite de vices, de mains et de foi. Dans un premier scénario, réaliste et prudent, si la trajectoire actuelle se maintient, le Burkina Faso consolidera ses acquis sans croître brusquement. Les coopératives continueront de produire des machines fonctionnelles, mais limitées en volume. Le gouvernement, sous Ibrahim Traoré, devra arbitrer entre stabilité monétaire et soutien industriel.
Les économistes prévoient une croissance du PIB agricole autour de plus 2,5% pour 2026. Un rythme modeste, mais solide. Ce scénario suppose un maintien du climat politique intérieur et un dialogue calme avec les bailleurs régionaux. Dans un second scénario, optimiste, avec un effet d'entraînement africain, dans la meilleure hypothèse, la réussite burkinabé inspire ses voisins. Un bloc agro-souverain se forme entre le Mali, le Niger et le Burkina, favorisant la mutualisation des pièces, de la formation et des marchés. Les partenaires asiatiques investissent dans la production locale d'engins adaptés au climat sahélien. Ce scénario pourrait générer jusqu'à plus 5% de croissance agricole annuelle, créer 80 000 emplois supplémentaires et transformer la région en laboratoire d'autonomie africaine. Mais il exige une condition, que le pays reste uni derrière sa réforme, sans fractures internes. Dans un troisième scénario, le pire, avec un retour de dépendance, le pire scénario n'est pas militaire, il est psychologique. Si la fatigue sociale s'installe et que les prix des pièces locales montent trop vite, les appels au retour du commerce libre se multiplieront. Des acteurs étrangers pourraient exploiter ce mécontentement pour regagner des parts de marché. Une réouverture prématurée anéantirait 5 ans d'efforts et redonnerait la main aux anciens fournisseurs. Le pays redeviendrait importateur de son propre courage. Pour les jeunes, cette histoire n'est pas une leçon d'économie, c'est un miroir. Ils ont grandi avec des slogans sur l'aide au développement. Aujourd'hui, ils voient leurs aînés construire des machines avec du métal récupéré. Dans chaque étincelle, ils comprennent que la modernité n'est pas un bien importé, mais une idée entretenue. Ce que Ibrahim Traoré appelle la dignité par le travail devient une éducation civique à ciel ouvert. Pour les travailleurs ruraux, la révolution se vit au quotidien. Le salaire moyen d'un mécanicien agricole a augmenté de 17% depuis le lancement du Fonds national. Ce n'est pas la richesse, mais c'est la reconnaissance. Les mains calleuses qu'on cachait hier deviennent un symbole d'utilité publique. Leur labeur n'est plus silencieux. Il résonne dans les discours officiels, dans les radios locales, dans la fierté des marchés. Quant à la diaspora, longtemps condamnée à observer de loin, elle redécouvre un pays capable d'innover sans tutelle. Des ingénieurs burkinabés installés en France ou au Canada envoient des plans, des logiciels, des idées. Ils ne transfèrent pas seulement de l'argent, mais des méthodes, des codes et une confiance retrouvée. Un étudiant à Montréal écrit « Pour la première fois, je ne me sens pas déraciné. Je me sens prolongé. » Au fond, c'est peut-être là l'effet le plus profond de cette transformation. Elle répare non seulement des machines, mais des liens. Et cette mécanique du cœur, aucune statistique ne peut la mesurer. Pour que cette souveraineté devienne durable, le Burkina Faso suit désormais une feuille de route précise. Première étape, consolider la production locale. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a prolongé jusqu'en 2026 le Fonds national de fabrication, avec un budget annuel d'environ 40 milliards de francs CFA. Objectif, financer 200 ateliers supplémentaires et 5 écoles techniques régionales. Indicateur de réussite, atteindre 60% d'autonomie mécanique d'ici 2 ans. Deuxième étape, structurer la recherche appliquée. Un programme de partenariat Sud-Sud relie désormais les universités de Ouagadougou, Bamako et Niamey. Les projets conjoints portent sur l'énergie solaire, la métallurgie légère et la maintenance agricole. Chaque prototype validé doit être documenté et partagé librement via une base de données africaine ouverte. Troisième étape, former et certifier. Les nouveaux centres techniques délivrent un certificat de mécanicien communautaire reconnu par l'État. Ce label garantit aux jeunes un emploi stable et un salaire équitable. Mesure d'impact. 10 000 diplômés prévus d'ici fin 2025. Quatrième étape. Ouvrir les marchés africains. La diplomatie burkinabé négocie actuellement avec le Mali et le Togo un tarif préférentiel pour les machines fabriquées en Afrique. Le succès se mesurera non en volume exporté, mais en continuité régionale. Un atelier qui travaille toute l'année, c'est une économie qui respire. Ces 4 étapes ne promettent pas la perfection. Elles offrent le mieux, une direction, un cap mesurable. Et dans un continent souvent réduit à ses promesses, c'est déjà une victoire de précision. Le jour où la moissonneuse Freedom One a traversé la plaine de Koudougou, les caméras se sont tues. On n'entendait plus que le ronronnement du moteur, forgé par les mains de Mariam et de ses compagnons. Autour d'elle, des enfants couraient, des anciens levèrent le poing,
Et dans ce vacarme doux, le pays semblait se redécouvrir lui-même. Ibrahim Traoré n'était pas au premier plan. Mais son pari résonnait dans chaque boulon, dans chaque étincelle. Ce n'était plus l'histoire d'un décret, mais celle d'une génération qui avait décidé de se fabriquer un avenir à la main. La caméra capta un sourire, puis un mot gravé sur la machine. Fait pour durer. Peut-être était-ce cela, la véritable indépendance. Non pas dire qu'on est libre, mais le prouver par la solidité du métal et la constance du travail. Le courage forge les nations. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches ont changé. On n'y voit plus des visages étrangers vantant des machines lointaines, mais des silhouettes burkinabais tenant leurs propres outils. Ce n'est pas de la propagande, c'est un miroir. Celui d'un peuple qui, en travaillant pour lui-même, parle désormais au nom de tout un continent. Ce que Ibrahim Traoré a lancé n'est peut-être qu'une première étincelle, mais elle a déjà traversé les frontières invisibles. Elle touche ceux qui doutaient, ceux qui espéraient, ceux qui partaient. Et si cette flamme ne brûle pas plus fort, c'est parce qu'elle apprend encore à durer. Alors, avant de quitter cette histoire, prenez un instant. Demandez-vous ce que signifie, pour une nation, construire de ses mains. Et si le monde écoute vraiment, peut-être que la prochaine révolution africaine ne viendra pas des armes, mais des ateliers. L'Afrique peut-elle se nourrir seule?